C'est une émission concernant notre association Gabonese Community of USA. Ok. Nous avons invité Hardy Chema afin qu'il puisse venir nous entretenir sur les réalités de la vie d'entrepreneur. Oui. On va s'entretenir sur ce sujet aujourd'hui. Donc, on a prévu quelques questions et Mhm. Hardy Chema va se faire le plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions en espérant que ça va aider tous ceux qui sont dans la situation de vouloir entreprendre On aujourd'hui. doit prendre, oui. Et je pense que cela sera un très bon échange. Donc, on va commencer. Et la première question, ce sera de savoir, peux-tu te présenter en quelques minutes? Parce que moi, je te connais, mais pour ceux qui ne te connaissent, est-ce que Yeah. tu peux te présenter Ok. rapidement? Bon, je m'appelle Hardy Chaima. Je suis né au Congo, Kinshasa. J'ai grandi au Gabon et ensuite j'ai émigré ici aux États-Unis pour les études. J'ai commencé à faire les études d'ingénierie à Oklahoma, précisément dans l'université de Oklahoma University, au niveau de la ville de Norman. Et par la suite, j'ai changé d'état, je suis venu ici au Texas. Donc, une fois que je suis venu au Texas, je me suis intéressé sur l'entrepreneuriat et les finances en général. OK. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est l'entrepreneuriat qui t'a poussé à ne plus continuer les études ou bien c'était un choix personnel? Ce n'était pas un choix personnel, c'était plutôt un choix imposé. Parce que lorsque je fais les études, d'abord, c'est une petite histoire que j'aimerais bien raconter. Moi, quand je pars dans une agence pour me faire inscrire aux universités américaines, la dame en question me dit, bon, écoute, une fois que tu viens aux États-Unis, tu pourras travailler, ce qui n'était pas le cas. Et même si je travaillais, ce serait pas assez pour payer mes études. Donc, c'est ce qu'elle avait dit à mon père que oh, ne t'inquiète pas, une fois arrivé aux États-Unis, il va pouvoir payer ses propres études et il va s'en sortir. Moi, quand j'arrive aux États-Unis, euh, je m'acclimate d'abord, j'apprends la langue, je finis l'école de langue et ensuite je commence des cours dans ma filière précise. Et je crois après 1, 2 semestres, il y a eu des problèmes au niveau du pays là où je résidais en Afrique et les parents ne pouvaient plus envoyer de l'argent. Et par là, euh, je pouvais plus payer mes études et je me suis retrouvé, on va dire, en quelque sorte hors statut. OK. Ah, donc ça démarre bien ton aventure aux États-Unis. Oui, ça démarre très bien même. Donc, si tu peux encore préciser, qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis en fait? Moi, en fait, je me suis rendu compte qu'on m'a vendu plein d'illusions. Euh, on m'a vendu plein d'illusions par rapport aux États-Unis. Moi, quand j'arrive aux États-Unis, avant même que j'arrive aux États-Unis, ma première, on va dire, mon premier contact avec les États-Unis, c'est les médias, précisément la télévision, c'est-à-dire les films et les musiques hip-hop. Donc les 50 Cent, Beyoncé et tout ça. Donc moi, quand je vois ça, je vois le bon côté que les Américains veulent nous montrer quand tu ne vis pas aux États-Unis. Je me suis dit, bon, je suis un Africain, je galère un peu ici en Afrique, peut-être j'aurai plus d'opportunités si je pars en Amérique. Parce que je vois qu'il y a des Noirs américains qui s'en sortent bien, il y a des basketteurs, il y a des entrepreneurs, il y a, voilà, voilà. Et 50 Cent à l'époque, c'était une inspiration pour moi. Je me suis dit, OK, je peux être comme un 50 Cent, je suis pas bête, je suis plutôt quelqu'un de combattant, je réfléchis. Mais tout ça, comme je disais, c'est par les médias. Mhm. Donc, ce qui m'a motivé vraiment à venir aux États-Unis, c'est le fait de m'accomplir économiquement, financièrement. Parce que si tu regardes bien l'aspect de l'Afrique subsaharienne, beaucoup d'Africains, surtout les jeunes, ne travaillent pas. Même quand ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Et beaucoup veulent se réaliser. Donc, il y a certains qui partent en Europe. Moi, j'ai choisi l'Amérique. Donc, j'ai choisi l'Amérique, en fait, parce que je voulais me réaliser. Je voulais découvrir mon potentiel et l'exploiter afin que j'ai une valeur économique que je pourrais partager avec ma famille, acheter la maison à ma mère, etc., etc. On fait le rêve africain en général, en fait. Devenu rêve américain. Oui, oui, le rêve américain en général, oui. OK, donc merci encore. Donc, on comprend que quand tu quittes les États-Unis, un peu comme nous tous, hein, c'est-à-dire qu'on avait ce mythe des États-Unis, cette légende des États-Unis quand on est en Afrique, ici.
il y aura l'argent, les femmes et tout ce qui va avec. Mais quand on arrive sur place, on se rend compte que c'est d'autres réalités. Ouais. Donc, c'est très bien. Donc, on comprend que tu viens ici, tu avais des rêves, tu Mhm. étais étudiant et après, un moment donné, tu as décidé, bon, les choses se passent comme tu le souhaites, tu décides d'arrêter tes cours et de faire autre chose. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, par exemple? Qui est Hardy aujourd'hui? Qui est Hardy Tchema aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, notre conversation, c'est une conversation honnête. J'entreprends, mais je ne vis pas de cela parce que mon Ok. activité n'a pas encore atteint ce stage où je peux vivre que de cela. Donc aujourd'hui, j'entreprends, oui, mais j'ai un boulot à plein temps. Je travaille pour une compagnie de microchips. Ils font des microchips. Les microchips, ce sont des petits chips électroniques qui permettent aux ordinateurs, aux téléphones, à tout appareil électronique de fonctionner. Donc, je Ok. travaille là-bas et en même temps, quand je suis libre, j'investis mon temps dans mes activités personnelles, précisément le podcast que j'ai, deux entreprises que j'essaie de gérer entre-temps. Ok. On va revenir sur les entreprises, tes entreprises, parce que ça a l'air très intéressant de savoir en fait Oui. ce que tu fais là-bas. Mais pourquoi l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a poussé à être entrepreneur? Non, ok, ça c'est parce que tu sais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que comme tu as dit, on rêve tous, mais souvent on ne se concentre pas sur le centre d'inertie. Le centre d'inertie, c'est toi. Quand je parle de centre d'inertie, c'est-à-dire que tu viens avec un profil, tu viens avec des qualités, tu viens avec des avantages, tu viens avec des limites. Moi, quand j'arrive aux États-Unis, je n'ai pas pris conscience de ça. Ma première limite que j'avais, c'était l'aspect financier. Aux États-Unis, on va te dire qu'il y a des avantages, ouais. Mais ces avantages, tu les saisis quand tu as le capital. Si tu n'as pas de capital, comment tu vas avoir ces avantages-là? Même pour aller à l'école, j'ai compris ça quand je pars à l'école. L'école me dit, écoute, tu peux pas venir continuer ici parce que tu n'as pas les 4 000 $ pour payer ton semestre. C'est là où j'ai réalisé que euh, mon avancée dans la vie nécessite de l'argent. Et beaucoup Exactement. d'Africains, pas beaucoup d'Africains, mais je dirais qu'on néglige cet aspect-là quand on est en Afrique, tu vois, parce qu'il y a les parents qui sont là, il y a la famille. Donc, l'aspect financier n'est pas vraiment mis en exergue. Mais quand je suis venu ici seul, sans amis, sans famille, l'aspect financier, là, m'a vraiment touché, tu vois. Je me suis dit que, waouh, il faut vraiment que, il faut vraiment que je génère un revenu, en fait. Et quand j'arrive en tant qu'immigrant, je viens pour l'école, mais je n'arrive pas à faire l'école. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits boulots. Mais mon profil d'immigrant, immigrant sans emploi, sans éducation, sans expérience, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des boulots où tu es moins payé. Je, Exactement. je faisais des boulots où je t'ai payé à 8 dollars, 9 dollars. On te traite comme moins que rien, etc., etc. Tu vois. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'élever de cette situation-là et arriver à faire quelque chose qui me plaît et qui me paye à ma juste valeur. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les États-Unis s'en foutent de ton histoire, tu vois. Parce que moi, si tu te rappelles, j'étais un sans-abri à un moment donné, etc., etc. Au pays, tu racontes ça, on aura pitié de toi, on va t'aider. Mais ici, on s'en fout. C'est pas leur problème. Exactement. Donc, donc maintenant que j'avais compris ça, je me suis dit, OK, ce que je dois faire, c'est, je dois continuer à faire ces petits jobs-là, essayer de m'asseoir et de réfléchir quelle activité que je peux créer de moi-même, que personne ne peut m'enlever. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que même si tu travailles, c'est pas toi qui décide euh, quand est-ce que tu seras licencié. Tu vois un peu. Le boulot que l'on te donne, quand on t'engage, on peut te l'enlever. La seule chose qu'on peut pas t'enlever, c'est ta famille et ce que tu as créé. Tu vois, les États-Unis sont connus pour avoir des crises économiques par-ci, par-là. Récemment, on a eu une crise économique durant le Covid. Chaque fois il y a une crise économique, qu'est-ce qu'ils font? Ils licencient les gens à gauche et à droite. Imagine, toi, tu as 3 enfants, tu as acheté une maison parce que le boulot te paye bien 100 000, 150 000 dollars. Et par la suite,
à cause d'une maladie ou bien parce qu'il y a une restructuration de la compagnie, tu perds ton boulot. Et aux États-Unis, on est dans un pays compétitif. Donc, pour une position qui paye bien, tu as 300, 400 applicants. Et qu'est-ce que tu fais? Tu repars à zéro. Donc, je me suis dit que lorsque j'entreprends, j'essaie de créer une activité qui permet de nourrir moi et ma famille, une activité que personne ne peut m'enlever. Parce que personne ne peut me licencier de ce que j'ai créé. Tu vois un peu. Et c'était dans ce mindset-là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer qui vient de moi et qui peut m'aider à être autosuffisant de manière économique, bien sûr. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, le désir d'être de ton sens dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle souvent la liberté financière, être Oui. Mm. libre financièrement, ne pas Oui, dépendre de quelqu'un et puis oui, travailler à sa propre volonté. OK. Ce qui est une très bonne chose. Mais tu as soulevé un point intéressant que pour revenir. j'aimerais poser une question par rapport à ça. C'est quand tu parles en fait de l'argent. Aux États-Unis, on a quand même l'avantage d'avoir l'accès au crédit. Mhm. Maintenant, je veux savoir, est-ce que l'accès au crédit aux États-Unis te permet peut-être, toi, de facilement lancer des activités où tu peux entreprendre? Ou bien Voilà, tu dis, maintenant, mais je reviens encore sur ce que je dis, le centre d'inertie qui est toi, qui est ton profil. Le crédit vient lorsque tu as une histoire, tu as eu un boulot consistant et tu as eu à appliquer tu as eu à appliquer une première crédit card qui te permet de construire ton crédit. ah, OK. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai passé 7 ans là-dedans, dans le noir, tu vois. C'est maintenant là que j'essaie de me construire. Mais un immigrant, je prends un exemple. Quelqu'un qui est né aux États-Unis, il est né aux États-Unis avec des parents américains. À 18 ans, ses parents lui donnent, ses parents consignent sa crédit card. Donc, ses parents l'aident à construire son Son crédit crédit. score. Mhm. Donc, arrivé à 24 ans, quand il finit les études, à 24 ans, il a un crédit score de 700, 800. Donc, même quand il finit les études, il finit les études, il ne travaille même pas. Parce qu'il a été consigné par les parents, il a un avantage que nous, on n'a pas. Parce que nous, quand on vient d'abord aux États-Unis, on n'a même pas conscience du crédit. On a conscience du crédit tard. Et lorsqu'on a conscience du crédit, on est encore sur le bon de l'école. Mhm. Et quand tu es sur le bon de l'école, tu ne produis pas des revenus qui te permettent de construire un crédit conséquent. Mhm. C'est vrai. Donc, quand tu finis les études et que tu rentres dans le monde du travail, tu n'as pas de crédit. Et maintenant, c'est à partir de 25 ans, 26 ans, pour la majorité des migrants, pour ceux qui se prennent un peu plus tôt, 21 ans, c'est à partir de 25 ans, 26 ans que on construit le crédit. Et le crédit se construit quoi? En 1 an, 2 ans, tu vois un peu. Mhm. Mais à 25 ans, lorsque tu finis les études, tu ne, tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas cette idée d'être entrepreneur parce que tu dis, bon, euh, j'ai mon diplôme, je peux trouver un boulot, je construis le crédit, mais je construis le crédit pourquoi? Pour acheter la maison, pour acheter la voiture, pour aller en vacances. Et lorsque tu te mets déjà ces dettes-là sur toi, c'est très difficile pour toi de prendre une dette conséquente pour entreprendre. Ça, c'est le cas de celui qui a fini les études et autres. Maintenant, mon cas, parce que comme je t'ai dit, les cas sont différents. Mon cas, j'arrête de faire l'école parce que j'ai pas d'argent. Je fais des petits boulots à gauche et à droite. Je ne suis pas financièrement stable. Je n'ai même pas d'appartement stable. Donc, je ne peux pas appliquer pour une crédit card. Tu vois un peu. Et même si j'applique pour une crédit card, je ne peux pas être responsable dans le sens où je paye à temps ce qui doit être payé. Donc, ça me pénalise. Maintenant, au moment où je veux maintenant entreprendre, je n'ai pas de crédit. Donc, au moment où j'entreprends, je dois aussi décider d'arranger mon crédit. Ça me ralentit. Parce que les banques, quand tu pars à une banque, prendre un loan, un crédit de 20 000 $, ils vont regarder ton crédit. Et cet aspect-là, d'immigrants, les struggles, les difficultés d'immigrants, on ne mentionne pas ça. C'est Oui, vrai. les crédits sont disponibles, mais le contexte dans lequel tu, 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 tu construis ce crédit est différent selon ton profil. Maintenant, il y a ceux qui ont eu des moyens depuis qu'ils sont arrivés. Les parents leur ont aidé à payer les études, les parents les envoient de l'argent. Oui, ceux,
ils ont un avantage parce qu'avec ça, ils arrivent à créer le crédit, à construire un crédit conséquent. Et lorsque ils arrivent à la maturité, 25 ans, 26 ans, ils peuvent prendre du crédit. Mais j'ai remarqué une chose avec ce genre de personnes, les Mhm. personnes qui ont des parents qui les aident n'entreprennent pas. Exactement. Ils dépensent juste l'argent de leurs parents. Et juste aussi une chose, parce que je pense que ce sera un podcast international, tout le monde va regarder. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi le credit score aux États-Unis pour que tout le monde, parce que les gens ne OK. connaissent pas ce que c'est en fait. C'est quoi un credit score? OK. Le credit score, c'est une note. C'est une note qu'on te donne, tu vois. La note va de 400 à 800. Quand tu as une note de 800, ça veut dire que tu es capable de prendre un crédit et de le repayer. En fait, c'est ta capacité à repayer un crédit. Plus ton score est élevé, plus tu as la facilité d'avoir un crédit. Moins ton score est élevé, moins tu auras plus de difficultés à avoir du crédit. Et c'est ce qui permet à donner des crédits aux entrepreneurs, à ceux qui veulent acheter des maisons, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives aux États-Unis comme nous, tu n'as pas de crédit, donc tu n'as pas de note. Ce C'est que vrai. tu dois faire, c'est tu dois appliquer pour une carte. Le plus souvent, cette carte-là, c'est une carte sécurisée par un dépôt que toi, tu vas faire 200 $ et tu es censé dépenser 30% des 200 $. Donc, tu dois dépenser 60 $. Chaque fois que tu dépenses, tu dois repayer les 60 $ là. Et sur un mois, ils vont mesurer ta capacité à repayer cette somme-là. Si tu repaies cette somme à temps, on va te donner un score. Le plus souvent, c'est 700, 800. Et avec ce score-là, maintenant, tu peux aller à une banque, tu peux aller à la banque, bon, écoutez, moi, je veux faire un prêt de 20 000 $. Ils vont checker ton crédit, ils vont aussi checker ton revenu, ton job, en fait, combien tu fais. Et c'est par rapport à ces deux déterminants qui te donnent de l'argent et c'est par ça que tu peux commencer une activité, en fait. Ok, merci pour cette précision parce que je pense que beaucoup, même moi, Amine, je vais dire nous tous, en général, quand on est venu ici, on n'avait pas cette Oui, connaissance du crédit score. On a découvert ça au fur et à mesure et pour certains, c'était trop tard parce que moi, par exemple, j'ai l'expérience, pas moi personnellement, mais d'un frère, d'un ami que oui. je connais très bien, qui ne payait pas ses crédits parce qu'il se disait que tu sais quoi, il peut me rattraper, de toute façon, ça va aller. Oui, 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 Et oui, oui. oui, oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Voilà, on parle juste de contexte, tu vois. Le contexte africain, c'est quoi? On n'est pas financièrement assis quand, quand tu es africain. C'est-à-dire que dans notre système économique en Afrique subsaharienne, on ne nous enseigne pas la discipline financière et Exactement. on ne nous donne même pas la capacité d'avoir de crédit. Donc, quand nous, on vient ici et on nous donne du crédit, on se dit que c'est de l'argent gratuit. Parce que j'ai remarqué le comportement entre un jeune de 18 ans, noir américain, et un jeune africain qui vient à peine d'arriver. Le jeune de 18 ans, lorsqu'il est payé, quand je leur parle, ils me disent toujours, je dois payer mon crédit à 18 ans. C'est la première chose. Il ne part pas dépenser. Non, la première chose, il dit, je dois payer mon crédit. À 18 ans, il apprend ça. Nous, maintenant, on vient des cocobars à 25 ans, 30 ans, on pense que d'abord, on a une fausse illusion de liberté. On se dit que bon, on peut tout faire, on peut tout prendre. Et ça nous rattrape parce que ce manque de discipline qui devait être appris dès notre jeunesse, on le paye très cher. Comme tu as dit, j'ai beaucoup d'amis qui prennent des crédits à gauche et à droite et qui ne payent pas. Mais le problème qu'il y a là, c'est quoi? C'est que quand tu as des enfants ou bien quand tu veux maintenant entreprendre, tu es bloqué C'est parce vrai. que tu n'as pas de fonds. Mhm. Ça, c'est très bien ce que tu dis. Et aussi, il y a aussi, je ne sais pas comment dire ça en français, mais aussi ce que je vais dire, comme je vais appeler un drawback Oui, concernant les Américains, c'est-à-dire que eux, malheureusement, eux, quand ils prennent des crédits, c'est pour les choses futiles. oui, 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 Ça aussi, bon, c'est vrai qu'ils payent leur crédit, mais en général, c'est pour vraiment des choses futiles. Parce que moi, par exemple, je me rappelle quand je travaillais du côté de McDonald's, j'avais une sœur américaine qui prenait le crédit pour payer ça, quoi. Son charge, elle avait un charge de près de combien de millions de dollars. oui, Mais oui, attends, tu peux aller à l'école, poser ta vie et tout, mais tu pouvais t'endetter avec une voiture en cas d'accident, voilà, quoi. Ça s'arrête là. Donc, c'est un peu ça, mais c'est très intéressant ce sujet-là de credit score. oui, oui. Maintenant, ils sont un peu d'attaquer un peu maintenant. Revenons un peu à toi personnellement. Mhm. Tu as dit tout à l'heure que tu avais deux entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus ces entreprises que tu fais dans tes entreprises? Ok, la première entreprise, c'est j'aide.
j'aide les étudiants internationaux à s'inscrire aux États-Unis, mais je leur aide aussi dans l'accompagnement. Parce que si tu remarques bien, bon, moi, j'ai constaté ça avec d'autres communautés. Ils ont des agences qui accompagnent leur communauté. Quand toi et moi, on arrive aux États-Unis, il n'y avait personne pour nous orienter sur, euh, sur quelle université il faut aller, comment écrire un résumé, est-ce qu'il faut faire des stages, etc. Ces différentes informations que tu peux trouver online, mais si tu n'as pas de mentor, si tu n'as pas de coach, tu peux pas. Et le plus Donc, important, comment prendre ses classes quand tu es à l'université? Parce que c'est ça le plus important. oui, oui, comment prendre ses classes, mais aussi comment communiquer avec son professeur. Parce que j'ai remarqué que nous, les Africains, on pense que c'est seulement que on vient en classe, on écoute le professeur, on écrit ce qu'on a écrit, après on part. Non, le professeur doit te connaître. Pourquoi? Parce que quand le professeur te connaît, quand tu as un problème, il peut comprendre ton problème et t'aider à le résoudre. Souvent, on a des problèmes à la maison où tu es à l'école, ton père meurt, ta mère meurt, ta soeur est malade. Ça t'affecte. Mhm. Et parce que ça t'affecte, tu n'arrives pas à bien faire tes études et tu as une mauvaise note. Mais si tu ne parles pas à ton professeur, tu es seulement là. Le professeur va se dire que en fait, l'enfant n'étudie pas et voilà, il n'est pas sérieux. Mais si tu communiques avec ton professeur, il va se rendre compte que, oh, Hardy traverse une période, on peut refaire l'examen pour lui ou bien essayer de l'aider à traverser cette période-là. Mais cette culture de parler avec notre professeur, nous, on n'a pas ça en Afrique, tu vois un peu, où tu discutes avec le professeur, où tu racontes ta vie, non. Mais Bon, la ici, communication qu'on a en Afrique, c'est ce qu'on appelle les MST, les moyens sexuellement transmissibles. tu vois un peu. Donc, quand toi, tu vis aux États-Unis avec une culture différente, tu te bloques, tu es bloqué parce que l'environnement est différent, l'environnement fonctionne différemment. Et si tu n'arrives pas à t'adapter, ça peut te faire échouer. J'ai vu des gens qui ont été très intelligents, mais qui ont eu un stress terrible. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un frangin à nous. Il a eu un stress. euh, Ensuite, il est retourné au pays. Mhm, ouais. Ce sont les réalités. Les gens pensent qu'il suffit seulement de venir aux États-Unis et être intelligent. Non, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Tu vois, tu peux être stressé. Le fait d'être isolé, je prends un exemple, le fait d'être isolé, de ne pas avoir une communauté. Moi, par exemple, je dis aux gens, si tu es chrétien, trouve-toi une église. Pourquoi? Parce que l'église, là, quand tu auras faim, ils vont te donner, ils vont te donner à manger. Tu vois. Quand tu finis tes études, il y a forcément quelqu'un qui est dans ton industrie qui peut te connecter. Tu vois. Mais nous, on ne sait pas que, mais il faut qu'on crée un network, en fait. Un network où, si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de connexion, j'ai mon network. Nous, on pense seulement qu'on vit aux États-Unis, il suffit seulement d'être bon et puis Dieu va nous pousser devant. Tu vois un peu. Mais il y a un network. Parce que, il ne faut pas oublier, on est beaucoup aux États-Unis. On a 400 millions. 400 millions de personnes. Tu n'es pas le seul qui est diplômé, tu n'es pas le seul, tu seras pas le seul, tu seras pas le dernier. Le problème qu'il y a là, c'est qu'il faut connaître ton nom. Il faut que les gens connaissent ton nom. Et moi, je coach les gens à parler. Parce que moi-même, j'avais ce problème-là, je ne parlais pas. Je ne parlais pas et personne ne m'a dit, mais écoute, Hardy, il faut parler, il faut te faire connaître. Non, personne ne m'a dit ça. Mais j'ai remarqué que lorsque on te connaît, surtout les Américains, ils vont essayer, pas tous, mais une bonne partie, ils vont essayer de t'aider. Ils vont peut-être t'aider à avoir un down payment pour ta première voiture. Hardy, j'ai fait une mauvaise touche. Apparemment, j'étais mute. J'étais mute. Si tu peux t'unmute. J'ai fait une mauvaise touche, désolé. Oui, donc je disais que Ok, merci, merci beaucoup. ma première entreprise, c'est de coacher, d'aider les gens à s'intégrer dans la société américaine. Ma deuxième entreprise, c'est j'investis dans les maisons.
Qu'est-ce que je veux dire par là? J'achète des appartements que je mets en location et que par la suite, je revends à une plus-value et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la maison et la voiture, les maisons, c'est le plus grand investissement aux États-Unis parce que tout le monde veut vivre quelque part. Donc, je me suis intéressé à ça avec ma femme. Ma femme et moi, on essaie d'investir dans, dans l'immobilier. Donc, c'est un peu ça, mes deux activités en ce moment. Allô? Je parlais en mute. Je suis en train de jouer avec les affaires de mute là. Donc, je OK. disais, en fait, juste pour revenir rapidement pour un petit résumé, pour ne pas perdre tous ceux qui vont nous écouter, euh, ton premier profil en tant qu'entrepreneur, ta première entreprise, c'est de coacher les gens, c'est-à-dire les aider à venir aux États-Unis, trouver une université et les aider à s'intégrer dans le paysage américain. Et Oui. apparemment, ta deuxième activité, c'est ce qu'on appelle real estate. Ça veut dire, c'est-à-dire que tu achètes des maisons que tu refais et après que tu revends. Oui. OK, c'est un peu ça. Donc, bon, par rapport à, je sais pas par rapport à ta deuxième activité, d'après toi, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, combien est-ce que la personne doit avoir pour commencer? Parce que ça, c'est une question très importante. Parce que beaucoup sont intéressés par Mhm. le real estate, mais ils ne savent pas avec combien Mhm. ils peuvent commencer. Bah, pour commencer, tu as juste besoin de 20 000 $, hein. 20 000 Wow. dollars cash. Et voilà aussi un autre aspect de notre communauté parce que la communauté africaine aux États-Unis est une communauté qui est très importante dans le point de vue du nombre, mais aussi dans le point de vue du capital. Il y a beaucoup d'Africains qui s'en sortent. Mais j'ai remarqué qu'on ne fait pas dans le groupe investing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se met ensemble et on acquiert des investissements. Les Chinois font ça, les Irakiens font ça, les Indiens font ça. Et ceux qui ne font pas ça, peut-être les Nigériens. J'ai entendu parler des Nigériens et des Éthiopiens. Ici, les Éthiopiens se mettent ensemble pour acheter des stations-service. Mais du côté francophone, on n'a pas euh, pas faculté, mais cette habilité d'être ensemble et d'acquérir des investissements. Pourquoi? Parce que 20 000 $ pour une personne, c'est beaucoup. 20 000 $ cash pour une personne, c'est beaucoup. Mais si tu fais 20 000 $ divisé par 5 personnes, ça te fait 4 000 $. 4 000 $ en un an, tu peux t'avoir 4 000 $. Et si 5 personnes donnent 4 000 $, vous pouvez acquérir votre premier investissement. Et à partir de là, multiplier vos investissements et arriver peut-être à acquérir 5 à 10 à 10 properties, comme on dit, à 10 maisons pour vous et par la suite, vous divisez les acquis. C'est plus facile de commencer en groupe. Mais il y a pas beaucoup de sérieux. Quand on est ensemble, il n'y a pas beaucoup de sérieux. Soit s'il y a trois personnes qui sont sérieuses, deux ne le sont pas. Il y a un qui veut commander. En fait, on a du mal, j'ai remarqué ça chez nous, les francophones, on a du mal à travailler ensemble. Et je me rends compte que si on arrive à le faire, les États-Unis peuvent être à nous parce que les Juifs le font, les Chinois le font. Je me rappelle, petite anecdote. Je travaille dans une gas station, station-service, qui était pour un Pakistanais. Moi, je le fais, je lui dis, mais écoute, pour avoir une station-service, c'est comme il me dit, c'est 100 000 $. 100 000 $, 50 000 $ cash, le reste, tu payes par mois. J'ai dit, mais j'ai pas 50 000 $. J'ai dit, comment toi tu as fait? Parce que quand je lui parlais, il avait 21 ans. Moi, j'avais 26 ans. J'ai dit, comment toi, à 21 ans, tu peux avoir 50 000 $? Il m'a dit, non. Moi, j'ai payé 50 000 $. J'ai trouvé, ils ont un groupe ils s'appellent Elder, un groupe de vieux qui ont déjà des gas stations. Donc, quand tu viens, ils te donnent une station-service. Ils te disent, bon, tu n'as pas de crédit, tu n'as pas d'argent, je te donne la station-service, tu me paies par mois pendant 10 15 ans et la station-service te revient. Donc, ils créent une économie parallèle à l'économie américaine qui les facilite eux. Comme je t'ai dit, l'affaire de crédit, ça ne nous facilite pas nous, immigrants, parce que euh, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la connaissance, on n'a pas le temps de construire ça. Attends, tu vois un peu. Mais lorsque on est en groupe, on peut créer une économie parallèle qui répond à nos besoins personnels. Parce que l'économie américaine répond aux besoins des Américains. Il ne répond pas aux besoins des immigrants. Et les immigrants ont compris ça.
Les Chinois se sont rassemblés entre eux. Les Chinois, eux, ils font la tontine, mais pas la tontine comme nous. Tu mets seulement l'argent, après tu prends ton argent. Non. La tontine où tu viens, tu dis, écoutez, moi, je vais commencer un business. Ils te disent, OK, tu as besoin de combien? 100 000 dollars, OK. Ils vont se regrouper entre eux, peut-être 15, 20, 30 personnes. Ils vont donner chacun une somme d'argent. Ils vont donner 100 000 dollars. Ils vont te dire, bon, dans les 100 000 dollars là, on te laisse d'abord 6 mois pour te consolider. Et le septième mois, tu nous payes une certaine somme pendant 3, 4, 5 ans. C'est pourquoi tu vois les Chinois qui ne parlent même pas l'anglais. Ils ont des fast-food, ils ont les restaurants, ils ont des blanchisseries. Nous, on est là, perdus, quoi. J'aime bien le point que tu soulignes, c'est-à-dire c'est vraiment un problème en Afrique francophone. Je crois que c'est aussi un problème au vu de notre histoire parce que nous ne sommes pas un peu de commerçants à la base. Oui, On ne sait ouais. pas faire ce genre de choses de façon historique. Nous ne sommes pas ce genre de peuple. Et aussi pour toutes les fois on a essayé de faire ça ici aux États-Unis, parce que comme nous sommes dans Community of USA, depuis que je suis secrétaire général de cette association, j'ai vu souvent des dérapages, même quand on fait ce qu'on appelle des tontines, par exemple. Tontine, oui. Mhm. Les gens ne sont pas très sérieux dans les Sérieux. paiements. Et Mhm. en fait, ça crée beaucoup de problèmes à cause du manque de sérieux de certaines personnes. Voici Oui. pourquoi on a cette difficulté. Parce que là, on parle encore des sommes pas encore de 4 000 dollars sur peut-être 10 personnes. Mhm. Là, tu parles bien de 20 000, 50 000. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Donc, je pense que bon, c'est aussi un peu à cause de tout ça. Euh, mais quel conseil, si par exemple, ça c'est vraiment un conseil que j'aimerais, parce que toi tu es là-dedans. Si maintenant tu souhaitais vraiment te lancer et que tu n'as pas ce genre de ressources, qu'est-ce que tu peux faire? Euh, Associe-toi avec ta femme. Non, très bonne idée, c'est très bon. C'est vrai. Ouais, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, c'est le nombre qui compte, surtout quand tu n'as pas assez. Imagine-toi, ta femme fait 50 000 dollars. Je prends un exemple simple. Ta femme fait 50 000, tu fais 50 000, ça fait 100 000 dollars que vous faites. Les 50 000 dollars, c'est dérisoire. C'est-à-dire que si tu as un bon boulot qui te paie au moins 20 à 21 dollars, si je ne me trompe pas, 20 à 21 dollars par mois, par heure, tu peux te faire 50 000. Et vous vous arrangez à dire, OK, toi et moi, il y a peut-être 60% qui va aller dans la maison, les machins, machins. On ne sort pas, on ne sort pas trop, peut-être une fois chaque 3 mois. Et on va essayer d'économiser au moins 10 à 15 000 dollars la première année. 10 à 15 000 dollars la première année sur 100 000 dollars, c'est faisable. C'est faisable. Donc, ceux qui ont des petites amies, parce que les petits amis, petits amis aux femmes, pour ceux qui sont mariés, les petits amis ou les femmes ne sont pas seulement faits pour, voilà, pour s'amouracher. Non, non. Quand, quand tu es sérieux, comme on a dit, comme on dit dans la Bible, la femme est une aide. Si tu es sérieux dans ta vie et que tu parles à ta femme et tu as choisi une bonne femme aussi, bien sûr, qui comprend ta situation, parce qu'il y a des femmes, elles vivent avec les réseaux sociaux et elles veulent copier la vie là, dans la vraie vie alors que le salaire ne suit pas. Mais si tu trouves une bonne femme qui comprend ta vision, vous deux, vous pouvez avancer. Parce que 50 000 sur 2 ans, vous allez économiser au moins 30, minimum 20, maximum 30 000 dollars. 30 000 dollars, il y a un de vous a juste besoin d'avoir un bon crédit. Un de vous. Et ensemble, vous pouvez évoluer plus rapidement. Et lorsque vous évoluez un peu plus rapidement, peut-être ça va inspirer les gars sérieux. Parce que je sais que malgré le fait que lorsqu'on veut s'associer, il n'y a pas des gars sérieux, mais j'ai remarqué que quand tu vois un jeune couple réussir, ça t'inspire et ça attire des gens qui sont sérieux. Donc, lorsque ton couple va réussir, tu vas attirer des gens. Ils vont essayer de comprendre comment tu as fait. Ils vont vouloir essayer de te copier. Et maintenant, par ça, toi, tu peux maintenant créer un revenu en coachant les gens, en les enseignant ce que toi, tu as appris. Mais pour commencer, commence avec ton partenaire. Ton partenaire qui a ton best interest, ton partenaire qui veut vraiment te voir réussir. C'est pourquoi il est très important de choisir aux États-Unis, bien sûr. Il est aux États-Unis comme partout, mais plus précisément aux États-Unis parce que c'est un pays très compétitif. C'est très compétitif, les aides sont rares et les aides ne sont pas là pour t'aider à quitter de ta situation. Donc,
À toi et ta femme, toi et ta petite amie, vous pouvez construire quelque chose de sérieux si vous êtes sérieux. Je vais profiter de ça pour faire une dédicace spéciale à Warren, le stratagème, qui est passé ici sur nos chaînes la dernière fois, parce que lui, c'est un peu ça qu'il vit avec sa femme actuellement pour pouvoir investir justement, il compte sur sa femme. Et le modèle que tu viens de décrire, c'est ça, les correspond vraiment. Mais aussi, une chose que je veux aussi dire par rapport à ce que Mhm. tu viens de dire, parce qu'il faut toujours nuancer nos propos ici. Oui. J'ai le cas, je dois faire une interview avec Mhm. un frère que j'ai connu un peu par hasard, qui a fait des investissements avec sa femme. Il vit aux États-Unis aussi. Il a fait des investissements avec sa femme et ça n'a pas marché au pays. Et aujourd'hui, ils ont divorcé à cause de cette histoire. Donc, Mhm. ça peut marcher, Oui. attention, mais comme ça Mhm. peut aussi. Ne pas marcher. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'il ne faudra pas dire après que non, Hardy a dit, donc on va les faire. Oui, oui. Voilà, merci de préciser parce que il faut qu'on soit honnête, tu vois. L'entrepreneuriat, il y a un risque qui est là. L'entrepreneuriat, l'investissement, il y a un risque qui est là. Exactement. On peut pas, parce que j'ai l'impression que nous, Africains, on a l'impression que, moi j'appelle ça, on vit dans le monde des bisounours, on pense que tout ce que l'on fait va réussir, que le malheur ne va jamais nous toucher. Non, il y a un risque qui est associé à ça. Et lorsque tu sais contrecarrer ce risque, c'est là où tu es récompensé. Et je ne dis pas que la première fois que vous allez faire ça, vous allez réussir. Parce il y a un gap qui doit se fermer, la gap de la compétence. Tu peux avoir ton objectif, tu peux avoir ton envie. Le gap, c'est la compétence. Parce que tu peux dire, oui, je veux être un basketteur, c'est ton objectif. Chaque matin, tu regardes les matchs de basket, voilà, tu te sens, oui, je serai basketteur, mais il y a un gap. Tu n'as pas de compétence. Et la compétence s'acquiert avec le temps, tu vois. Donc, quand on se lance, c'est pourquoi je disais que je travaille. Parce qu'il y a beaucoup qui se lancent directement comme ça, après ils se font mal et ils n'ont rien après, tu vois un peu. Pour moi, l'entrepreneurship, c'est un lifestyle, tu vois. Quand je dis un lifestyle, c'est quelque chose que tu incorpores dans ta vie. Et cette chose-là, lorsqu'elle grandit, elle te porte. Mais il y a beaucoup, ils laissent l'école, ils laissent un emploi stable pour se lancer. Maintenant, si ça ne marche pas, tu fais comment? Tu fais comment? Donc, tu dois prendre en conséquence ce risque-là. C'est pourquoi les parents nous ont toujours dit de faire l'école. Parce que, quel que soit où tu es, si tu as une éducation, tu vas trouver un boulot. Mhm. Donc, et quand tu commences une activité, bon, les Américains disent que 70% des compagnies qui sont créées meurent. Quand tu commences une activité, tu ne vas pas faire profit peut-être les prochaines 5 6 années. Comment tu vas faire pour manger? Tu dois avoir un boulot. Si tu veux avoir un bon boulot, tu dois, tu dois avoir une éducation. Pour avoir une éducation, tu dois partir à l'école. Donc, je ne veux pas que l'entrepreneuriat soit une excuse pour être irresponsable dans sa vie. C'est vrai. Tu vois, je vois ça beaucoup avec les gens. Ils sont irresponsables dans leur vie. Ils veulent faire de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat n'est pas pour des gens qui sont indisciplinés. Tu vois, en fait, comme je disais, c'est un lifestyle. Si tu es discipliné dans ta vie, tu vas être discipliné dans tout ce que tu fais. Donc, ta discipline que tu as eu à aller à l'école, à te réveiller, à travailler au boulot, tu vas amener cette discipline-là dans l'entrepreneuriat. Et c'est après que ça va payer. Mais j'ai vu beaucoup qui ne sont pas disciplinés. Ils essayent ça, ils essayent. Moi, je connais un gars, je ne vais pas citer son nom. Il a d'abord voulu faire la photographie. Il a fait la photographie, ça n'a pas marché. Après, il a essayé d'être un UFC fighter, un combattant d'arts martiaux. Ça n'a pas marché. C'est pas possible. Maintenant, ne ris pas, c'est mon ami. Donc, après, maintenant, il a maintenant essayé de vendre les meubles. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais le gars se cherche. Mais comment il fait? Parce que quand ça ne marche pas, là, il doit toujours payer les factures. Sa femme a un boulot. Sa femme a un boulot stable. Ce qui lui permet de
naviguer à gauche et à droite. Parce que s'il n'avait pas sa femme, ou si c'était pas organisé bien avec son couple, il ne pouvait pas naviguer à gauche et à droite. Tu vois un peu. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. Tu vois, c'est pas tu as 18 ans, 19 ans, tu ne fais rien de ta vie. Après, tu te réveilles, tu veux être entrepreneur. Non. Et la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que pour que ta compagnie avance à un autre niveau, parce que si tu remarques bien, nos compagnies atteignent rarement les niveaux de Elon Musk, Bezos. On se demande jamais pourquoi. Moi, je me suis posé la question pourquoi. Parce que quand tu regardes les profils de Bezos, Bezos, c'est quelqu'un qui a fait Ivy League. Ivy League, ce sont les écoles prestigieuses. Il est parti à l'école. Elon Musk, il est parti à Harvard. Zuckerberg, il est parti à Harvard. Bill Gates, il est parti à Harvard. Maintenant, toi, tu fais ton école là, publique du quartier, et puis tu vas te réveiller, je suis un entrepreneur, mon frère. Sois d'abord excellent dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Comme la Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais le bien. Donc, si tu as l'école, fais bien ton école. Parce que être entrepreneur ne veut pas dire arrêter l'école. Être entrepreneur ne veut pas dire arrêter de travailler pour quelqu'un. Non. Parce que tu dois acquérir l'expérience dans ton industrie. Comment tu acquiers l'expérience dans ton industrie? C'est en travaillant pour quelqu'un. Tu peux te réveiller, bon, je suis fatigué, je veux être entrepreneur, tu ne connais pas les relations qu'il faut construire, tu ne connais pas les fournisseurs, tu ne connais pas les banques spécifiques qui permettent de te financer, tu ne connais pas les intermédiaires entre les vendeurs et ceux qui reçoivent le produit, etc., etc. Maintenant, tu veux te lancer. Tu te moques de toi-même. Donc, c'est pour revenir. Si tu as l'école, fais l'école. Si tu as l'opportunité de faire l'école, fais l'école. Ne pense pas que, bon, je laisse l'école et puis, non. Parce que tu n'es pas Elon Musk, tu n'es pas Zuckerberg, tu n'es pas Bill Gates. Parce que eux, ils étaient à Harvard. Et même quand tu arrives à Harvard, c'est 0,1% de gens qui arrivent à Harvard. Et arrivé là-bas, tu te crées un network qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Donc, nous, on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là parce que d'abord, de un, on n'est pas sérieux avec les petites choses qu'on a dans nos vies. Et de deux, on n'a pas les connexions nécessaires. Tu vois, on n'a pas les connexions nécessaires qui nous permettent d'attirer les investisseurs que Elon Musk et autres attirent. Et tout ça, tout simplement parce que on néglige les choses. On néglige. Mais si on arrête si on arrête de négliger les choses, je crois que l'Afrique, ce sera le futur. La future Silicon Valley, si on est sérieux. Je pense que c'est très bien tous les points que tu as donnés parce que de ce que je vois aujourd'hui, surtout chez les francophones, on vend trop l'entrepreneuriat comme un rêve, comme un rêve. Oui, oui, Ça tourne oui. très, très mal. Donc, il faut que les gens un peu reviennent à la réalité. Et juste pour appuyer sur ce que tu dis, quand tu parles de... Vous savez, dans les pays comme les États-Unis ou bien même la France, par exemple, Mhm. ils ont ce qu'ils appellent les allocations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent arrêter de travailler pendant un temps et recevoir de l'argent du gouvernement qui les soutient pendant un bon temps. Moi, j'ai vécu ça ici aux États-Unis, malgré que je suis immigrant. J'ai Mhm. été sous allocation quand j'étais du côté de la Calaisie, quand il y a eu le Covid. Donc, pendant ce temps, et moi je connais beaucoup de gens, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à l'école, d'autres ils entreprenaient. Donc, attention, en Europe, ils ont une facilité. Oui, C'est vrai qu'il faut croire en son rêve, en ce qu'on veut accomplir, mais il faut prendre des risques mesurés. C'est oui, oui. important. Ouais, Donc, ouais. maintenant, par rapport au risque, je vais aussi ajouter parce que moi, j'ai voulu m'essayer dans l'export-import à un moment donné. Mhm. Et j'ai réalisé qu'il faut être capable de perdre de l'argent que tu peux perdre sans faire Wow. mal, en fait. Wow. Quand Wow. j'ai passé dans l'export-import, j'avais dû perdre facilement dans les 3 000 à 4 000 dollars, mais je m'étais préparé à perdre cet argent. Donc, quand tu entreprends, tu mets dans la tête que tu peux perdre cet argent, tu peux ne pas retrouver cet Oui. argent. Mhm. N'entreprends pas en disant que ça ne passe pas, je suis foutu, je suis mort. Parce que beaucoup, je suis étonné que beaucoup font cette erreur. Oui, Voilà. oui. Donc, c'est Mhm. ça. Pour essayer de renchérir, sûrement avec une phrase ou deux.
Tu ne peux pas entreprendre si tu n'es pas financièrement stable. Financièrement stable, c'est payer tes factures, avoir une épargne quelque part. Parce que si tu n'es pas financièrement stable, si la compagnie ou l'activité que tu veux créer ne marche pas, ici on dit que tu seras bankrupt, tu seras en faillite, tu vas tout perdre. Et le but d'entreprendre, c'est pas tout perdre, c'est de t'aider à multiplier. Donc, on doit d'abord revenir sur les basics, sur les bases. Sois financièrement stable. Je n'ai même pas dit financièrement indépendant, j'ai dit financièrement stable. Sois quelqu'un qui est capable de prendre soin de ses factures, à temps, de manger, de se vêtir et d'épargner. Et par la suite, tu peux maintenant te lancer dans une activité d'entrepreneuriat. Donc, merci pour toutes ces clarifications. Cela nous amène à notre avant-dernière question qui est de Ouais. savoir quelles sont les réalités que tu rencontres dans l'entrepreneuriat. Bon, les réalités que je rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais dans le scamming. Tu vas voir des gens, ils vont te dire que, bon, moi, je suis un contracteur. Parce que souvent, quand tu achètes une maison, tu veux la retaper, tu as besoin d'un contracteur. Le contracteur, c'est celui qui va venir arranger les trous, la toiture et tout ça. Ils vont te dire, oui, je suis un contracteur. Après, il va te dire, bon, moi, je ne peux pas commencer le boulot sans que tu me payes une avance. Après, quand tu paies l'avance, la personne disparaît. Donc, c'est pour te dire, la première chose, c'est quand tu entreprends, tu dois être vraiment très... tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, les gens vont prendre avantage, vont te voler. Tel qu'Alvin et Jovi. Ils vont te voler. Donc, la première des choses, c'est avoir le discernement. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup d'entre nous qui partent dans des séminaires, séminaires de coaching sur le real estate et tout ça. C'est bien, mais c'est bien lorsque tu as déjà commencé. Parce que ça permet de renchérir ce que tu as déjà. Mais je vois, il y a beaucoup de personnes qui partent dans les séminaires. Eux, ils sont devenus seulement des séminaristes. Ils partent seulement dans les séminaires, mais ils ne commencent jamais. Et ces séminaires-là sont pour moi des distractions qu'on doit s'éloigner. Il faut commencer de toi-même et par la suite, tu acquiers la connaissance nécessaire qui va te permettre d'évoluer. La deuxième difficulté, c'est les finances. Comme on en a parlé, un entrepreneur n'est pas un entrepreneur sans un capital. Le capital pour commencer ta compagnie, soit c'est par économie, soit c'est par crédit. Quelle que soit la voie que tu vas prendre, elle sera difficile parce que épargner, tu vas épargner pendant 2, 3 ans, c'est un sacrifice. Crédit, ils vont te demander plusieurs choses avant de donner un crédit. Et le plus souvent, j'aimerais préciser, les banques n'investissent jamais dans les startups. Les startups, c'est quoi? C'est les compagnies qui viennent à peine de commencer. Donc, ça veut dire que la majeure partie du temps, lorsque tu commences une nouvelle activité, ce sera de tes moyens ou des moyens des gens qui t'entourent. Donc, c'est une difficulté. Le financement de tes projets, c'est une difficulté. Et elle est encore pire dans notre communauté africaine. Elle est plus facile chez les Asiatiques, chez les, chez les Européens, chez les Américains. Mais chez nous, elle est pire. Parce que, je prends l'exemple simple. Jeff Bezos, on fait le bruit, ouais, Jeff Bezos est milliardaire. Mais ses parents étaient les premiers à investir leur retraite dans Amazon. Leur retraite était 120 000 $. Ils ont investi ça chez Bezos. De toi et moi, chaque parent qui va investir 120 000 $ dans ton activité. Je n'ai même pas dit un parent père, mère, non. Un parent que tu connais, oncle, tante, tout ce que tu veux, qui va investir cette somme dans ton activité. Donc, les réalités sont différentes. Je prends un autre exemple, Walmart. Le gars qui a créé Walmart, Walmart, c'est la plus grande compagnie d'épicerie, hein, de magasins dans le monde. Ah, il y a Walmart, après il y a Leclerc, une compagnie française. Mais le premier, c'est Walmart. Sam Walton. Lorsqu'il veut commencer Walmart, c'est son beau-père qui lui donne 20 000 $. Puis tiens, 20 000 $, commence ta compagnie.
Nous, on n'a pas ce qu'on appelle seed money. Seed money, c'est l'argent qui te permet de commencer. Mhm. Nous, les Africains, on n'a pas cet avantage-là où on a un oncle, un ami qui va te donner 5 000, 10 000 $ pour commencer ton activité. C'est pourquoi on a beaucoup d'idées dans notre communauté, mais ces idées ne se matérialisent pas par manque de financement parce que dans notre communauté, un, on n'est pas habitué à avoir la mentalité d'investissement. Deux, on a un disconnect dans, dans la confiance parce qu'on ne se fait pas confiance en fait. Et je comprends, il y a des histoires où tu donnes l'argent, la personne disparaît, on ne se fait pas confiance. Et je parle de tout ça, c'est pour qu'on puisse reconfigurer notre communauté parce que je suis fatigué qu'on se plaigne que oui, on est pauvre, oui, c'est le racisme, oui, mais qu'est-ce que l'on fait entre nous-mêmes pour régler ces problèmes-là? Il y a un manque de confiance qu'on a entre nous-mêmes. On ne se fait pas confiance et il faut qu'on arrête d'être escroc dans nos communautés. Il faut qu'on arrête de scammer notre communauté. Et lorsque quelqu'un scamme, il faut qu'on l'interpelle. Tu vois, j'ai l'impression qu'on fait trop de gueule de bois. Quand quelqu'un fait mal, on se tait. Non, quelqu'un fait mal, on lui parle, on dit non, mais ce que tu as fait, c'est pas bon. Il faut que, on dit en anglais, hold people accountable of their action. Il faut que chaque personne soit responsable de leur action dans notre communauté pour que notre communauté puisse avoir un standard. Et lorsque l'on commence pour régler l'affaire de oui, on n'arrive pas, on n'a pas la mentalité commerciale, mais pour qu'on arrive à atteindre ça, il faut d'abord qu'on soit vrai et qu'on se fasse confiance. Mhm. Donc, il va falloir qu'on change de valeur. Il va falloir que l'on change notre manière de se voir et de voir les autres pour que l'on puisse arriver à avoir des seed money, pour que l'on puisse avoir de l'argent à investir sur des petits qui ont des idées. Parce que la réalité, c'est quoi? Si nous n'investissons pas sur ces petits-là, les autres vont le faire. Et les idées qui viennent des Africains vont bénéficier les Européens, les Asiatiques. Ils vont s'enrichir de génération en génération et nous, on sera toujours là en train de se plaindre, comme si on ne sait pas ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On doit se réparer. Je comprends qu'on est passé par des traumas, colonisation, néocolonialisme, pauvreté. La pauvreté, c'est aussi un traumatisme, Val. Parce que la pauvreté te fait comprendre que ce que tu as aujourd'hui, dépense-le aujourd'hui. Donc, il faut se regarder en face et se dire que notre communauté, c'est pas juste une communauté. Lorsque c'est le mariage, tout le monde est présent. Lorsque c'est le deuil, tout le monde est présent. Non. Il faut aussi que dans notre communauté, lorsqu'il faut faire quelque chose qui va changer notre style de vie, notre qualité de vie, il faut aussi qu'on soit présent. Et ça revient au troisième aspect de ce que j'ai dit, parce que le deuxième aspect, j'ai dit, il y a un manque de financement. Le troisième aspect, c'est la mentalité. On doit changer de mentalité. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas avoir la mentalité du village au 21e siècle. Il faut s'adapter. Il faut être ouvert d'esprit. La tradition est bien, mais la tradition aussi évolue pour régler les problèmes qui sont présents. Parce que quand nos grands, nos arrière-grands-parents, ils ont créé les traditions, c'était par rapport à un cercle social, c'était par rapport à un temps précis. Tu vois, à l'époque, ils n'avaient pas besoin d'argent. Il y avait le bétail, on avait des terres cultivables et tout ça. Aujourd'hui, tout se passe par l'argent. Il faut qu'on ouvre nos esprits à, OK, tout se passe par l'argent, nous sommes gérés par le capitalisme. Comment le capitalisme fonctionne et comment on peut le faire fonctionner pour nous. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes toujours victimes du capitalisme. Quand tu es noir de peau, tu es victime du capitalisme. La preuve, les 500 plus grandes entreprises au monde en termes de revenus, il n'y a que 5 CIO. Ça ne fait même pas 0,1%. Pourquoi je parle de ça? Si on a plus de CIO, on a plus de compagnies, on a plus d'investissements, on aura des routes, on aura des hôpitaux, on aura des soins médicaux que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir.
on aura une meilleure éducation et on pourra attirer le capital qui permette d'être comme les États-Unis, d'être comme la Corée du Sud, d'être comme la Chine. Il faut que l'on réveille ce patriotisme africain, cette fierté africaine. Pas seulement fierté africaine pour dire que je suis fier d'être d'une ethnie, mais cette fierté africaine pour dire que je suis fier de ce que l'on a pu construire chez nous. Parce qu'à la fin de la journée, oui, je suis venu chez les Américains, mais ce n'est pas mon pays, ce n'est pas mon continent. Et quelquefois, ils vont te le rappeler. Et je sais que tant que l'Afrique subsaharienne, tant que mon pays n'est pas arrangé, ils ne vont jamais me respecter. Aujourd'hui, les Chinois respectent les Chinois. Avant, on ne les respectait pas. On les respecte pourquoi? Parce qu'ils se sont accomplis économiquement. Il faut on reparte dans cette fierté-là. Et j'interpelle aussi le leadership africain. Parce que tout passe par le leadership africain. Il faut qu'on arrête avec les codes anciens, France-Afrique, toutes les bêtises là. L'Afrique ne va se développer que si l'Africain est développé. L'Afrique ne sera riche que si l'Africain devient riche. Donc, le focus, la concentration doit être sur l'Africain, pas sur autre chose. Donc, voilà, c'est un peu ça, hein, ce que je Tu es voulais en train de dire. me rappeler Kevin Seba, là. Tu es en train de... Je pense que tu le suis aussi de temps en temps Ouais, avec... ouais, 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 ouais. Écoute, tu as dit des choses très importantes. Je voulais juste appuyer deux ou trois choses, si je peux me... Tu sais, il y a une petite anecdote, voilà, sur laquelle je voulais revenir, d'un frère que je connais très bien. Mhm. Parce que tu as parlé de comment trouver les financements. C'est très important, cette question, parce que ça crée beaucoup de problèmes, surtout dans notre communauté, surtout chez nous, les francophones. Je reviens sur l'anecdote du frangin, en fait, qui voulait lancer l'entreprise. Le problème, c'est que les entrepreneurs francophones que nous avons, ce sont des vendeurs de rêves. Oui, Oui, parce que quand j'écoute ta façon de définir l'entrepreneuriat, je comprends en fait que c'est un cheminement, un process qui prend du temps. En fait, la oui. durée du temps est important. Mhm. Malheureusement, on a des entrepreneurs qui nous vendent du rêve dans le sens où, quand eux ils disent investissez, c'est pour que tu récupères demain. Et souvent, ça se passe comme ça. Et Oui. ça crée des problèmes. Parce qu'il y Mhm. a, il est même allé au tribunal, là. Ah bon? On l'a convoqué, oui, parce que, il avait vendu aux gens du rêve. Finalement, quand l'échéance était arrivée, il n'a pas pu rembourser. Et puis, ça s'est réglé dans les tribunaux américains. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est vraiment ce manque de confiance-là, cette mauvaise lecture de certains je vais dire, pseudo-entrepreneurs. Oui, Il faut que vous puissiez arranger votre discours et vivre et dire les oui. réalités. Parce que quand on parle des Mhm. réalités de la vie d'entrepreneur, il faut dire la vérité. Oui, L'entrepreneuriat, oui, c'est sur le temps. Et c'est pas oui. quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être patient. Ouais, Donc, c'est ça. il faut être très patient et il faut être honnête, tu vois. Parce que tu as soulevé un point important. Souvent, on aime embellir les choses. Je sais pas. Peut-être ça vient des parents. Parce que tu sais, nos parents étaient toujours premiers de la classe. Ils ont toujours eu des bonnes notes. Si on veut changer la réalité, il faut que l'on adresse la réalité telle qu'elle se présente à nos yeux. Moi, quand je parle aux gens de ma compagnie, je n'invente pas. Je dis ce que je fais et quelquefois, j'ai besoin d'expertise d'autres personnes parce que être entrepreneur ne veut pas dire que tu connais tout. Par exemple, si je fais un site internet, je vais peut-être t'appeler toi, Van. Van, viens m'aider à faire ceci et je vais te rémunérer. Et c'est ça le problème, c'est que nous, j'ai remarqué, les entrepreneurs africains, pas tous, mais une partie, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et souvent, c'est bâclé. Ils veulent tout gérer eux-mêmes. Non, tu as besoin d'une team autour de toi et tu as besoin de bien les traiter et de bien les rémunérer. J'ai remarqué que moi, quand j'étais au pays, les patrons maltraitent leurs employés. Parce que ici, quand tu maltraites, tu pars en prison, tu vas payer les amendes. Mais au pays, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Tu vois. Et c'est pourquoi je disais que il faut qu'on soit honnête. Parce que quand tu crées une compagnie, c'est vrai que tu crées une compagnie, une entreprise, c'est pour remplir un besoin que les êtres humains ont. C'est pas pour remplir ton besoin. Comme moi, comme moi, j'investis dans les maisons, c'est vrai que ça me profite moi, mais quelqu'un aura besoin d'une maison et elle va vivre là-dedans. Tu vois. Donc, il faut que l'on se rappelle toujours que quand tu crées quelque chose, c'est pour un être humain.
Ce n'est pas pour des esprits, c'est pour un être humain. Donc, tu dois avoir la courtoisie, l'honnêteté nécessaire pour pouvoir établir cette relation-là Mhm. entre tes employés et tes clients ou tes consommateurs. Et c'est un truc que j'ai vu que nous, on manque. Et on utilise la naïveté africaine pour, pour s'enrichir. On vient avec, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était venu avec un Bitcoin africain là, qui a dit que vous investissez 500 francs CFA, vous aurez mis 500, beaucoup de gens ont investi. Boum, c'était un Camerounais. Boum, il a pris l'argent, il a disparu. Donc, c'est pour te rejoindre que oui, il faut vraiment, pour que ça puisse changer, il faut vraiment que l'on change nos manières de réfléchir. Enfin, il faut qu'on change nos manières de réfléchir, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes aussi. Il faut qu'on soit vraiment honnête. Donc voilà, pour enchérir sur ce que tu disais. Merci, Hardy Cheba. On va aller à la dernière question de ce podcast, qui est de savoir, toi étant aux États-Unis, avec un statut étudiant, avec un statut immigrant, je vais dire ça comme ça, est-ce facile d'être entrepreneur? Non, ce n'est pas facile pour être entrepreneur parce que ici, pour être entrepreneur, tu dois structurer ton business, structurer ton activité. Pour structurer ton business, structurer ton activité, tu as besoin de la green card. Parce que la green card montre que tu es résident. La green card montre que tu seras capable de payer tes taxes. Parce qu'avec la green card, tu vas avoir la sécurité sociale et c'est avec ce numéro-là que tu vas payer tes taxes. Donc, sans papier, tu ne peux pas réellement commencer un business, mais tu peux être un investisseur dans un business. C'est-à-dire, si Van aujourd'hui, tu crées une compagnie qui s'appelle Van Entertainment et tu fais les jeux vidéo, moi, en tant qu'étudiant, je peux investir 5 000 $. Je peux être actionnaire de ta compagnie, mais je ne peux pas créer une compagnie parce que je n'ai pas les papiers nécessaires. Donc, non, clairement, non, tu ne peux pas commencer une activité légale, bien Ok, sûr, bien sûr. sans papier. Tu dois avoir tes papiers. Sinon, parce que c'est bien de préciser, sinon, parce que je connais des gens qui, euh, bon, je vais le dire comme ça, vite fait, je connais quelqu'un, Oui. et dans l'export-import, par exemple, tu vois, Mhm, mhm. elle envoie au pays, elle vend, tu vois, elle fait, ça c'est son business, tu vois, mais comme tu le dis, c'est très important d'abord, dans un premier temps, d'avoir ses papiers aux États-Unis, d'être légal, d'avoir une résidence permanente. C'est plus facile d'entreprendre, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible d'entreprendre sans cela, en fait. Donc, on va juste conclure notre podcast avec cette dernière question. Bon, pas une question, ça, c'est pas une question, c'est beaucoup plus un conseil. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs? Quels sont les conseils que tu peux lui donner? Allô? Oui, tu nous Oh, écoutes? ouais, ouais, excuse-moi. Ouais. Donc, tu disais? Je disais en fait, la dernière question serait de savoir quel est le conseil que tu pourras donner à quelqu'un aujourd'hui qui nous a écoutés, qu'il soit ici aux États-Unis ou ailleurs, qui Mhm. souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel est le conseil que tu pourrais lui donner? Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va te prendre 5, 10, 15 ans, peut-être 20 ans avant de connaître le succès. Sois patient, sois un étudiant de ce que tu veux faire. Euh, Aie des livres, lis, lis beaucoup, parle aux gens, crée-toi un network. Network, c'est des gens qui sont dans l'industrie. Euh, Partage ton histoire. Partage ton histoire, mais aussi sois honnête. Sois honnête avec toi et sois honnête avec les gens. Parce que quand tu es honnête avec toi, ça va te permettre de voir tes lacunes et de grandir. Honnête avec des gens parce que le business, c'est la relation entre êtres humains, tu vois. Et ça part par le trust, qui est la confiance. Donc, si déjà tu commences avec un faux semblant, tu commences avec une idée de prendre, de voler ou bien comment on dit au pays, de bouffer les gens. Ici aux États-Unis, on va vite te mettre de côté. Parce que de un, tu es déjà noir. De deux, tu vas encore être un escroc. On te met de côté. Et,
Et je dirais aussi, tu dois croire en quelque chose qui est plus grand que toi. D'où on parle de la spiritualité, de la chrétienté. Moi, je suis chrétien. Tu dois croire en quelque chose qui est plus grand que toi parce que ce que tu veux faire transcende ton, ton identité. Parce que un jour, tu vas mourir, mais ce que tu as laissé va toujours vivre. Donc, sois connecté avec ta spiritualité. Parce que lorsque tu veux faire des grandes choses, tu auras aussi des grandes difficultés qui vont se présenter. Comme quelqu'un m'a dit, être un fonctionnaire, c'est plus simple que d'être un entrepreneur. Donc, sois spirituellement connecté à un être suprême qui saura t'inspirer, t'encourager lorsque tout paraît, paraît stoppé. Parce que moi, je peux témoigner de ça, comme on avait eu dans un autre épisode où je t'avais parlé de mon histoire. Moi, je ne me voyais pas être là où je suis en ce moment, tu vois. Mais si je me limitais seulement à ce que je vois, je n'aurais pas continué mon avancement. Donc, quelquefois, il faut croire que notre Créateur a des plans plus grands que ce que nos yeux peuvent voir. Et ça te permet de faire des grandes choses, d'inspirer des gens et d'impacter la société, la communauté, la famille dans laquelle tu es né. J'ai beaucoup aimé ce mot de fin. Donc, cela va conclure notre podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez été enrichis. Je ne manquerai pas de mettre des informations sur le podcast et aussi, bien évidemment, je t'enverrai la vidéo, donc tu peux aussi le faire. Mais en ce qui me concerne, je le ferai pour que si les gens ont besoin de coaching, de conseils, de contacter pour tes services, ils puissent le faire. Donc, cela va conclure le podcast d'aujourd'hui. Vous étiez Oui, avec Ekom Yavan-Ronis, le secrétaire général des Gabonese Community of USA. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais je ne me manquerai pas lorsque je ferai l'édit de la vidéo. Et puis, oui, j'espère qu'on se retrouvera prochainement avec un autre invité. Pourquoi pas le même invité sur d'autres sujets qui pourraient nous sembler tout plus sujet. intéressants. Donc, on se quitte et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Bye. Merci encore.